Checkmate. Nothing else matters. Salut les amis, on est en direct ce mercredi soir, après-midi. J'étais en train de faire un truc, je vais pas vous mentir. On va essayer de parler de l'équipe de France, de ces 3 derniers matchs. On va revenir. Qu'est-ce que tu as vu, Erwan? Un petit truc qui pend, voilà, un petit qui fil. pend. Bon, c'est pas grave, on est là à la bonne franquette comme toujours. On va aujourd'hui avec Erwan, en bonne santé, avec du sourire. Parler de l'équipe de France un petit peu et parler aussi des autres matchs, des autres confrontations de basket qui nous intéressent parce que beaucoup nous ont posé la question. On part quand même à Manille pour couvrir les quarts de finale, demi-finale et finale parce qu'on aime le basket avant tout et qu'on aime voyager, Erwan. Exactement, on adore voyager, mais on a surtout envie de continuer à suivre cette compétition. On est évidemment très déçus pour les Bleus, on va y revenir, mais de belles affiches vont avoir lieu encore. Il y a un deuxième tour, il y aura des quarts de finale, et certainement une finale exceptionnelle. On veut être sur place, on veut vivre ces moments et on veut vous les raconter surtout. Absolument, donc on partira bien dimanche soir après une dernière émission qu'on fera dans ce plateau pour faire les prévus des quarts de finale qui s'annoncent passionnants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, parler de l'équipe de France et des futurs choix pour les JO 2024, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, je vous fais une petite annonce. On a ouvert le canal First Team sur Instagram. Alors en quelques heures, il y avait déjà plus de 1000 personnes, on doit déjà être à 1 million et on essaie de concurrencer l'ENA Situation tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on va essayer de discuter avec vous. Si on arrive à pouvoir parler, parce que pour l'instant on n'y arrive pas, il y aura 2-3 photos, 2-3 notes vocales. 2-3 notes vocales, ouais. Vocales, parce que c'est des pas notes. Pas de toi, je suis complètement ailleurs là. J'ai eu un peu peur, je vais pas te mentir, vu la discussion qu'on avait, et il y a quelqu'un qui a dit le micro d'Erwan est ouvert. C'était une bonne blague, bravo à celui qui l'a fait, mais finalement tout va bien. On va pouvoir parler de basket. Donc nous rejoignez-nous sur Instagram, sur le canal, et puis on discutera à Manille. On vous mettra des petites photos, des petites calembours comme on aime faire au quotidien. Allez, on y va tout de suite. Tout de suite, un petit jingle et puis on parle de l'équipe de France. L'équipe de France, donc, a gagné son dernier match face au Liban. C'est la première information. Bien sûr, c'était hier. Vous avez sûrement vu cette victoire de 6 points au forceps. Voici donc les résultats après les 3 matchs de poule, la défaite face au Canada, la défaite face à la Lettonie, et donc cette victoire face au Liban. J'enchaîne tout de suite avec ce qui va se passer ce week-end et on rentrera dans le vif du sujet, Erwan, puisque l'équipe de France va jouer 2 matchs de poule pour savoir si on sera plutôt autour de la 17e place ou beaucoup plus loin. 2 matchs, donc le premier demain matin contre l'Iran. Si je dis pas de bêtises, 15h30, c'est pas le matin. France-Iran, demain, 15h30. Et donc samedi, France-Côte d'Ivoire. Voilà, l'équipe de France a 2 matchs de classement. C'est terrible à dire, mais on va quand même vivre ces matchs. On va les regarder, rassure-moi. Ah, mais on va les regarder, évidemment. J'ai posé une question d'ailleurs dans le chat. Est-ce que vous avez regardé les 2 matchs? On est à 56% de non quand même. Hein. La frustration. Continuons à soutenir notre équipe malgré tout, continuons à les aimer parce qu'on a des hauts et des bas et dans une belle histoire d'amour. Et l'équipe de France et nous, c'est une histoire d'amour. Donc on est parfois contrarié, en colère, mais il faut que l'amour perdure. C'est important, même dans les moments difficiles, de continuer à aimer notre équipe de France. Sinon on a un plan cul et dans ce cas-là, après, on peut pas avoir tous les avantages. Et nous, on veut tous les avantages avec l'équipe de France, donc on continue à les aimer et à les regarder. Absolument, on n'oublie pas quand il y a eu des bons moments, comment on a pu soutenir et kiffer avec l'équipe de France. Et ils nous l'ont bien rendu. Voilà, quand ça se passe un petit peu mal. Soutenons plus, même si je sais qu'on en a tous gros sur la patate, au vu du nombre de conversations qu'on a eu depuis 2 jours. Je pense qu'à part depuis, il y a eu Victor cette année, donc on a eu quand même beaucoup parlé de basket avec nos proches ou sur les réseaux ou des gens avec qui on parle moins souvent. Alors là, c'est vrai que l'équipe de France, ça a touché tout le monde. Hein. Incroyable, mais ce qui est bien en même temps, ce qui est un petit peu plus malheureux, c'est qu'il faut attendre des désillusions pour que les gens se révèlent et que voilà, c'est dans les bons et dans les mauvais moments comme on dit. Mais on va parler de cette équipe de France parce que maintenant il faut parler de la suite, c'est ça qui est intéressant. Et après 2 réactions à chaud, après des matchs, ben évidemment on est en colère et c'est normal pour les raisons qu'on a évoquées. Et quand on entend les conférences de presse, quand on discute un peu avec certains joueurs, ben en fait on a ressenti on a ressenti de l'extérieur ce que eux ont pu vivre à l'intérieur. Maintenant. Vaut mieux que ça arrive maintenant que dans un an, et surtout, c'est se servir de ça pour pointer. On a tous vu, eux comme nous, les manquements qu'il va falloir combler d'ici un an. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je reste persuadé qu'on aura une équipe archi compétitrice et qui jouera le top 4, voire le titre au JO l'année prochaine. Voilà, faut bosser. Ok, alors avant d'aller sur la conférence de presse qui a eu lieu ce matin avec le président de la Fédé, Jean-Pierre Suita, et le GM de Boris Dio, je voulais qu'on revienne vite fait sur les
quelques faits de jeu de ce qui s'est passé pendant ce France-Liban, parce qu'il s'est passé des choses honnêtement improbables. D'abord, Mathias Le Sort ne jouera plus dans la compétition, vraiment d'un point de vue factuel. Hein. Mathias Le Sort est préservé avec sa cheville et c'est bien normal. Mustapha Fall a une rage de dents, devrait jouer demain, a priori il ne pouvait pas jouer, et Rudy n'a pas joué parce qu'il a mal à la cheville. Voilà, ça c'est les infos d'un point de vue tout à fait factuel. Vous avez tous regardé le match, on a gagné de 6 points dans un match terrible, sangrant, terrible. Et il y a eu ce moment aussi pendant un temps mort où Vincent Collet parle à Sylvain Francisco en lui disant on ne fait pas comme Elie, lui il n'a pas envie de jouer, Elie n'a pas envie de jouer, sachant qu'après Elie a fini le match. Ça, dans cette espèce de... Je sais même pas de ce moment, on parle de tourmente, bah là vraiment on a rajouté une petite ligne de honte entre guillemets au gros dossier qui s'est passé pendant cette compétition. Mais honte non, c'est des discussions de coach à joueur. Alors on veut mettre des micros, on veut vivre les instants de l'intérieur et c'est très bien. Maintenant il faut aussi essayer de les comprendre. Ils sont dans un match compliqué où en fait ils ont tout à perdre, les Français, ils ont déjà tout perdu. Ils ont déjà tout perdu, hein. Là ils ont tout à perdre, tu perds contre le Liban, ça veut dire que c'est une catastrophe, c'est tempête de merde derrière avec des gens dont certains attendent que ça. Mine de rien, ce match, il fallait le gagner. On savait que ça allait être très dur. La claque au Canada, la claque face à la Lettonie sur le scénario frustrant, mais quelque part un peu logique aussi. C'est dur de remettre le facteur sur le vélo. C'est très dur, même sur des matchs comme ça où on est censé dominer. Tu joues sans pivot, tu as tout à perdre, parce que si tu perds là, tu sais que derrière, il y a une pression médiatique qui va te massacrer. C'est pas si simple que ça, tu joues sans pivot. Ça reste quand même, on a fait un basket quand même où on a dû bricoler. Bravo à Gershon et à Nico à l'intérieur, et à Terry Tarpé qui ont fait le taf où on a été sous-dimensionné. Et puis tu joues un peu avec la peur au ventre, parce que derrière, si tu perds, tu sais que... Et finalement, ils l'ont fait, donc on va pas célébrer, mais en tout cas, voilà. Oh. Ils ont gagné, c'était le minimum, ils l'ont fait. Bon, voilà, on prend ce qu'on a à prendre aussi. On va pas célébrer, on va pas dire qu'on s'est relancé, évidemment. La compète, elle est ratée, quoi qu'il arrive. Maintenant, on va pas jeter des pierres à chaque fois. Ah, j'espère pas. En tout cas, notre ami Awal Arakji a mis 29 points. Il fait un match exceptionnel. Bon joueur. Et Le Ginobili le Ginobili libanais, il nous a régalé. Malheureusement, de prendre 29 points par un gars comme ça a montré aussi, ça fait partie des choses qu'on pouvait porter du doigt avec les défauts de cette équipe. Et il y a une continuité sur les 3 matchs, c'est qu'on se fait massacrer. On se fait massacrer par des forts joueurs extérieurs. Ça a été avec Shai, ça a été avec Garzas, ou je sais plus comment il s'appelle. Karzas, non? Ouais, et puis ça a été le cas avec ce joueur-là aussi. Voilà. Donc, mais ça, voilà, c'est des choses qu'il faut noter. Maintenant, on est déjà tourné vers les Jeux Olympiques. On va pas non plus. Il y a eu 2 jours, 72 heures de réaction à chaud, d'incompréhension, de frustration. Très bien, très bien. Maintenant, ça va. Tu vois, c'est pas le Jerry Springer Show. On va pas massacrer les mecs. Jerry, non, c'est bon. Il est mort, Jerry Springer. Et puis, on n'est pas là pour ça. Absolument. Ouvrons du coup le dossier du nom qui est le plus revenu. Parce qu'on a parlé des joueurs, bien sûr, mais Vincent Collet est au centre de toutes les discussions. Et ça tombe bien, puisque les journalistes ont pu poser des questions à Jean-Pierre Suta et Boris Dio. On regarde ensemble ce qu'ils ont répondu lors de la conférence de presse de ce matin. Tout le monde sera remis en cause, de l'intendant au dernier joueur, en passant par le management et l'attaché de presse. Boris Dio, GM de l'équipe de France. On enchaîne. L'avenir de Vincent Collet fait partie des dossiers que l'on va ouvrir. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. S'il peut être remis en question, on peut l'être tous. Je continue avec une dernière clap parce qu'on leur a posé l'idée d'un coach étranger. On en parle souvent de ça, ça fait des années. On regarde ça ensemble. On ne s'interdit jamais rien. Pour les filles, nous avons bien été en contact très avancé avec des coachs étrangers. Nous sommes ouverts à tout. L'important, c'est la performance. On rappelle qu'ils ont quand même sélectionné Jérémy Toupane, qui est français. Donc, on y pense, mais on l'a jamais fait. Qu'est-ce que tu penses de ces réactions, Erwan, et même de la remise en cause officielle? En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, nos amis, là. Sur l'avenir de Vincent Collet. Pour moi, ils éteignent un petit peu l'incendie, ils donnent un petit peu de grain à moudre à nous, aux journalistes, aux fans, parce que c'est vrai que Vincent Collet est dans l'œil du cyclone depuis le début de la compétition. J'y crois pas une seconde. On rappelle quand même que la Fédé a demandé à Vincent Collet, sur cette année olympique, de ne pas coacher d'équipe en club à côté pour se concentrer complètement sur les JO. Ce qu'il a fait. Ce qu'il va faire, j'ai du mal à y croire. Ça serait pour moi changer Vincent Collet maintenant, à 1 an des JO, ça serait faire un pari qui tout double. Moi, c'est plus staffer Vincent Collet. Après, on sait que c'est... Est-ce que lui va en avoir envie et tout? C'est plus le staffer différemment, peut-être, que le changer lui tout de suite. Encore une fois, on n'est pas devenu une équipe nulle en une compétition. Ça n'a pas cliqué. Pour des raisons basket aussi, voilà. Il y a des raisons basket, on va y revenir. Donc, Vincent Collet, il est dans cet objectif JO 2024 depuis 4 ans, au moins depuis 3 ans avec Tokyo et la Coupe du Monde en 2019. Donc, il est dans cet objectif-là depuis 5 ans.
il y a une compète karaté, on y sera quoi qu'il arrive à ces JO-là. Est-ce que changer maintenant? Pour qui? Toujours pareil. Elle est là la vraie question, parce que Vincent Collet, qui est remis en cause, ou mis en cause plutôt sur des échecs, c'est arrivé combien de fois, franchement, depuis 2009 et depuis qu'il est en poste? Franchement, ça arrive tous les 2-3 ans. On se pose la question entre nous, et tout le monde se pose la question, au sein du basket, au sein des gens, des observateurs et des fans plus lambda. Tout le monde se pose toujours la question, mais on n'a jamais eu de réponse sur mais qui peut le remplacer, en fait? Qui a la carrure pour à la fois avoir un discours qui passe auprès des joueurs, qui a la carrure pour avoir aussi des aptitudes tactiques pour offrir les fameux outils dont on parle tout le temps. On parle souvent des coachs étrangers, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir un coach étranger, c'est quelque chose que personne ne sait, mais ça fait partie du jeu. Donc c'est aussi ça, bien sûr, Pascal Donaggio est son premier assistant, et souvent on a parlé de Pascal entre nous, on parle parfois de Freddy Fotoux, est-ce que ça peut être la tête qu'il faut, le personnage qu'il faut, pourquoi pas? J'ai vu un nom très intéressant, je te le dis comme ça parce qu'on n'en a jamais parlé, quelqu'un qui est proche de la France, Kenny Atkinson. Alors, il est dans le staff des Warriors, très cher d'avoir un mec comme ça, mais entre deux discours, une autre, ce serait un profil extraordinaire. Moi, je te le dis parce que je viens de le dire. Non, mais tu fais bien, on en a déjà parlé. Hein. On en a déjà parlé de Kenny Atkinson, qui a un vrai lien avec la France, où son nom avait même été murmuré, je ne sais même pas s'il était sorti dans la presse, pour le Paris Basketball. Tout à fait. N'empêche que c'est Kenny Atkinson, jusqu'à preuve du contraire, son expérience, elle se limite, entre guillemets, à de la NBA. Pour Freddy Fotoux, puisqu'on a fait un petit peu de name dropping, je pense que ça ne serait pas lui rendre service maintenant. Je pense que quelqu'un qui se présentera pour l'après-Vincent, c'est sûr. On aime le caractère, on connaît Freddy, l'homme de poigne, et puis les résultats depuis qu'il coach, entre ce qu'il a fait au Metropolitan, c'est ce qu'il a fait en tant qu'assistant à Lasvel, ce qu'il fait avec Bourque. Maintenant, lui filer les rênes maintenant un an d'IGO en disant, en gros, on veut faire médaille. Est-ce que c'est pas... Très culotté, disons-le. C'est un très peu culotté. Ça me paraît trop tôt, et le griller maintenant, voilà, c'est ce que je pense. Après, peut-être que c'est... Mais je te dis, moi, Kenny Atkinson, mais il y a beaucoup de gens qui je reçois plein de messages, hein, de potes ou d'autres, même sur Insta, faut dégager, coller, nana. Il y a très peu de gens qui ont des noms derrière. Très peu. Donc c'est toujours pareil, quand on veut se séparer de quelqu'un, il faut, dans le basket, hein, bien sûr, il faut que... Dans la vraie vie, tu peux te séparer de quelqu'un et tout seul. Okay. Exactement. Mais au basket, mais quand tu coaches, c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, je pense que c'est... Mais la déclat de Jean-Pierre Suta, elle est pas mauvaise, parce que quelque part, c'est aussi peut-être rechallenger Vincent Collet, qui est là depuis des années, qui finalement a des systèmes un petit peu similaires, qui est peut-être facile à lire, et que peut-être c'est aussi le rechallenger à lui, tactiquement, sur les systèmes, jouer de manière différente. Il avait réussi à le faire à une période, mais peut-être que voilà, c'est comme ça que je le vois. Je ne crois pas, moi, à ce que Vincent Collet ne soit pas coach au JO. J'ai même envie de te dire, et pourtant, on n'a pas compris ses choix, on n'a pas compris ce qu'il a voulu faire, mais je reste persuadé qu'à un an des Jeux, la chose la plus safe à faire, c'est de rester avec Vincent Collet. On aime, on n'aime pas assez bon manager, si vous voulez. Par contre, il connaît les gars. Je pense que c'est un mec assez intelligent, qui connaît autant le basket, qui va lui-même d'abord se remettre en question. Moi, ce qui me pose souci, déjà, c'est qu'on n'a personne à amener, hein, très clairement. Moi, mais le gros truc, et on n'arrête pas de le dire, et c'est par rapport aux outils basket, parce que c'est le meilleur terme pour cette équipe, c'est qu'on manquait d'outils pour rivaliser. C'était déjà le cas à l'Eurobasket. Moi, mon gros souci, c'est qu'on a toujours dit que Vincent était un coach tactique, un coach tacticien. Donc, coach tacticien, ça veut dire apporter les solutions basket. Tu pouvais peut-être pêcher sur le management, tu pouvais peut-être pêcher sur ton rapport aux joueurs, mais tactiquement, tu dois m'apporter quelque chose. Et là, l'année dernière à l'Eurobasket, et là, la confirmation de cette compétition me fait dire que son message ne passe plus auprès des joueurs, c'est la sensation qu'on a tous, mais qu'en plus, il n'a plus les outils pour jouer dans ce basket moderne. Enfin, je l'ai vu avec le Metropolitans faire plein de bonnes choses, je le vois avec l'équipe de France depuis l'été dernier, être à court d'idées. Et ça, c'est peut-être le plus gros souci qu'on a avec cette équipe de France, parce que pour coacher une équipe avec autant de talent, avec beaucoup de force ici ou là, etc., il faut avoir des idées. Quand je vois l'équipe du Canada, je vois Jordi Fernandez s'appelle le coach. J'ai l'impression qu'il y a des idées. Bon, je ne parle même pas de l'équipe d'Espagne ou l'équipe de la Serbie dont on parlait tout à l'heure, mais qui sont des magnifiques équipes de basket. Après Pesic, à l'Euro dernier, ce qu'il fait, c'est catastrophique. Et ça peut arriver que les mecs se mettent une balle dans le pied. Mais voilà, moi, c'est ça ma plus grande déception. Donc, je dis que si la Fédé devait aller très très loin et se séparer de Vincent Collet, ce que je ne crois pas à l'heure actuelle, le coach qui doit prendre sa place doit amener quelque chose, une nouvelle dynamique sur tous les aspects. Sachant que, allez, fin de la Coupe du Monde, mi-septembre, boum, grande annonce, Vincent Collet n'est plus l'entraîneur de l'équipe de France. Déjà, tu vas mettre un mois à trouver un autre coach. J'espère que entre les, il va y avoir une liste de plusieurs mecs, il va falloir les rencontrer. Donc déjà, ça veut dire que tu attaques l'année olympique, la saison olympique, on va dire, sans coach. Pour moi, c'est inimaginable.
Pour moi, c'est inimaginable. Alors, je sais qu'il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils attendent ça, et que dès que quand l'équipe de France gagne, il n'y a pas un message, mais que quand Collet perd, ben là, tout de suite, bon. On peut, mais moi je peux comprendre qu'on a tout vécu avec Vincent Collet. On a tout vécu avec Vincent Collet. On a gagné plein de choses, oui. On aurait pu faire mieux, certainement. Moi, attention, c'est pas une discussion manichéenne. Il n'empêche qu'à 1 an des Jeux, je crois que la meilleure des choses à faire, c'est de rester avec Vincent, mais j'ai envie de croire en la capacité de Vincent Collet à lui aussi à se réinventer tactiquement. Il connaît trop bien ce jeu-là. On peut pas tout lui enlever à Vincent. Voilà. Alors pour finir sur Jordi Fernandez, parce que je trouve que c'est un cas presque d'école. Je vous rappelle que Nick Nurse était coach depuis de nombreuses saisons. Il a pris l'équipe nationale en juin. Il est associated coach du côté des Kings, donc ça se passe très bien avec Mike Brown là-bas. Il a pris en juin l'équipe. Donc ça me fait dire aussi que lorsqu'il y a une bonne équipe de basket en place, ce qui est le cas pour le Canada, et je crois encore que c'est le cas pour l'équipe de France, tu peux arriver presque même au dernier moment et bien faire jouer ton équipe. Les résultats, ça vient et tout, mais en tout cas, avoir une idée de jeu et insuffler une nouvelle dynamique. Thomas, alors, moi, le Canada m'en a mis plein la gueule, je rêve. On verra ce qu'ils vont et je l'ai dit, voilà, ils sont quand même pas champions du monde encore. Oui, mais c'est l'équipe qui joue bien au basket. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Laisse-moi finir, ils sont pas encore jusqu'au bout et ils ont joué mine de rien une équipe de France malade. Ils ont joué la Lettonie et ils ont joué le Liban. Donc on a été enthousiasmés sur ces 3 premiers matchs du Canada. On va pas. C'est pour ça que. Trouver des exemples qui marchent. Moi, j'essaie de trouver du concret parce que le problème, c'est qu'avec Vincent Collet et là aujourd'hui tout ce qu'on sort, moi je sais ce qu'il est. On le sait, ça fait depuis 2009, on connaît par cœur. Il y a eu des changements. Il y a eu des changements. En 2019. En 2019, il y a eu des changements de forme de jeu, de manière de faire. Avec cette année, avec les Mets, on l'a vu quand même aller autour de Victor, créer quelque chose de complètement différent de ce qu'il a toujours fait. Et les prochaines victoires, il sera là. Voilà. Moi, au bout d'un moment, voilà. La frustration, elle est là. Cette compétition, on l'a ratée. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Si on fait le papier, il y a encore du matos incroyable. Par contre, faudra d'autres outils. Là, tu as complètement raison, on est complètement d'accord avec ça. Il va falloir régler des problèmes importants. Comment utiliser des cadres vieillissants, comment régler ce problème de meneur, comment amener de l'alternance plus dans le jeu, comment retrouver une défense de fer qui a fait ce que la France est sur la scène internationale depuis des années. Ça, c'est des bonnes questions basket. Voilà, n'allons pas plus loin toujours dans la politique. Ça nous appartient pas. Moi, je veux connaître. Moi, je pense qu'il c'est quoi de choisir le coach. Il y a plein de réponses basket à amener avant de dire faut faire sauter Vincent Collet. Ok, alors là, ces mots t'appartiennent, très bien. Moi, j'espère qu'ils m'appartiennent. La politique, pour le coup, on est vraiment dépassé parce qu'on n'est pas ni au sein de la Fédé, ni dans le coaching staff, ni avec les joueurs. On a des échos de toutes parts, bien sûr. Il y a plein de choses qu'on ne dira pas ici, qu'on ne dira peut-être jamais dans notre vie. Il n'empêche que la question se pose et doit se poser lorsque tu es en situation d'échec. Et là, c'est une vraie situation d'échec. Parlons du sportif et des joueurs aussi. Tu as parlé des cadres vieillissants. Nando passe à côté de sa compétition. Visiblement, il aurait je mets au conditionnel parce qu'on nous a dit ça, mais il aurait des problèmes perso à régler et qu'il n'a pas toute sa tête concentrée sur le basket. Donc, c'est des choses que personne ne sait, personne ne voit, mais qui jouent énormément sur les performances des mecs. On peut parler de Nico, qui est l'âme défensive avec Rudy sur les extérieurs. On l'a vu en prépa être très en canne. On n'a pas retrouvé Nico, à part au contre. Au contre, il était très bon. Toujours. Mais dans sa capacité physique à embêter l'adversaire, on l'a pas ressenti. J'imagine que tu parlais de ces deux-là quand tu parlais des cadres vieillissants. Je parle clairement de ces deux mecs-là et c'est pas du tout leur jeter la pierre. Aujourd'hui, je pense et on avait dit en début de prépa, Nando meneur titulaire, tout le monde semblait OK avec ça. Moi, j'avais quelques doutes, justement en me disant attends, ça veut dire que c'est lui qui va remonter la balle, c'est lui qui va prendre des pressions de mutant sur la gueule et derrière, il va falloir que Nando fasse sa magie. Ça me paraissait compliqué et on l'a vu cette année avec l'Asvel en Euroleague et tu l'as justement bien dit, c'est que quand il y a eu un meneur moyen à côté de lui, c'était compliqué. Quand il y a eu Dibost, qui était un foufou certes, mais en tout cas qui s'occupait de monter la balle, c'était beaucoup mieux. Aujourd'hui, Nico, je pense que Nico ne peut plus jouer poste 3 en FIBA 30 minutes. Oui, 30 minutes. C'est important de dire 30 minutes. Je pense que Nico, vraiment, dans la future construction de l'équipe olympique de l'année prochaine, je pense que Nico doit être un poste 4, derrière Gershon, et que limite il puisse finir les matchs. En tout cas, qu'il ait des séquences beaucoup plus. Aujourd'hui, poste 3, on lui demande beaucoup de choses. Et je pense que leur filer autant de. C'est comme Nando. Pour moi, Nando joue 1, il faut le décaler en 2. On parle avec plein de joueurs, tout le monde dit mais Nando, c'est un exceptionnel joueur. C'est plus un 2 qu'un 1. Et nous, aujourd'hui, Nico, et tu parles avec plein de gens, et tu dis aujourd'hui, il est plus 4 que 3. Donc en fait, on prend 2 cadres de l'équipe de France et ils ne jouent pas à des postes où aujourd'hui, ils sont les meilleurs. C'est problématique.
C'est problématique, mais c'est aussi la manière que tu as formé ton groupe. Et quand je dis ton groupe, c'est les 12, mais plus que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne prends pas de meneur gestionnaire, Nando, Eli et Sylvain sont des gars qui veulent mettre des points, et c'est leur qualité, et tu leur demandes de faire tout à fait autre chose que ça. Tu vois, moi, que Eli et Nando, tu leur demandes d'être seulement gestionnaires, c'est quand même dommage au vu de leur créativité. Et je rajoute à Nico que Nico, c'est le seul dans cette équipe, allez, je mets un peu de Nando aussi, mais qui est capable de créer pour les autres, de rajouter la passe en plus, de faire la petite passe à terre, de faire le high-low et tout. Si tu l'enlèves de 5 majeurs, tu vas te retrouver, en fonction du meneur de jeu bien sûr, mais 100 mecs qui soient capables de jouer et de mettre des bonnes passes aux autres. Donc je suis pas sûr que la suite logique ce soit Gershon et Nico sur le poste 4, parce que moi j'ai envie de voir à un moment donné Rudy / Joel Embiid avec Victor, tous les deux sur le terrain, avec 2 grands sur le terrain. Et comment tu fais dans ces cas-là alors? Donc, tu vois, c'est toutes les questions. Ah, c'est des super questions à se poser, mais c'est question de basket. Voilà, mais c'est pour ça. Donc allons, les réponses elles doivent être basket, pas autre. Mais avec le problème de Nando, pour le faire jouer 2 et même le faire sortir du banc. Et sortir du banc, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas finir les matchs et que s'il y a un tir de la gagne, c'est pas lui à qui on va donner la balle. Il sortait du banc jusqu'à 2 ans. Par contre, et ça passait bien. Par contre, pour ceux qui connaissent le basket depuis peu, est de dire jouer meneur. Et je peux jouer meneur, c'est pas le même métier. Tout à fait. Un meneur de jeu, c'est un métier à part. C'est un sens, déjà c'est un dribble où tu sais monter la balle où tu es à l'aise. C'est un truc de timing, c'est aller chercher, appeler un grand, mettre la balle là où il faut parce que tu vas faire une passe qui va amener une autre passe qui va amener... Meneur de jeu, c'est une philosophie. C'est pas entre un mec qui dit je peux jouer meneur, comme Eli peut jouer meneur, comme Sylvain peut jouer meneur, comme Nando peut jouer meneur. Sylvain c'est un meneur scoreur, donc c'est encore un autre profil. Ce combo, mais Sylvain il est là pour ses qualités. Par contre, et qui garde toujours ses qualités. Et il fera une grande carrière, c'est pas la question. Mais on est parti sans véritable meneur au sens littéral du terme, au sens même poétique du terme, j'ai envie de te dire. dire. Même l'absence de Franck, on en a beaucoup parlé et tout ça, sans dire qu'elle aurait tout changé. Franck a grandi en tant que meneur de jeu. Il est formé meneur de jeu. Alors il joue beaucoup d'eux, que ce soit à Dallas quand il joue ou avec l'équipe de France, on l'a souvent vu associé à Nando ou à Evan ou à Eli. Mais c'est un meneur de formation. Donc tu as grandi, toute ta formation, tu l'as faite en montant la balle, en mettant la balle où il faut, tout ce que tu viens de dire. Et là, il n'y a aucun mec qui était capable d'avoir ce rôle-là. Et c'est terrible, mais on en revient encore une fois au choix des hommes. Et qui fait les choix des hommes? Mais il s'est trompé. C'est le sélectionneur. Mais il s'est trompé là dans la construction. On s'est trompé. Donc pour moi, il y a ce cas-là des 2 vétérans où on doit les protéger, on doit les mettre dans les meilleures conditions. Et là, que ça soit Nando ou Nico, Nando contre l'Australie, quand il monte la balle, il fait une très bonne première mi-temps contre le Canada, pardon. Mais je me dis, mais il va pas pouvoir tenir, le pauvre. En face, il prend Lou Dort, qui est un espèce de bison ailé en rut. Et voilà, en rut, parce qu'il était particulièrement actif. Je me dis, non mais attends, et heureusement que c'est Nando qui remonte la balle, avec toute la classe qu'il a. Mais derrière, donc on doit les protéger, on doit les mettre aujourd'hui dans des meilleures conditions que celle-là. Voilà, pour moi, c'est un des premiers axes de travail. Le deuxième axe de travail, je vais essayer, Moutia, je vais prendre ton rôle, je vais te lancer. C'est moi, il faut qu'on trouve des role-players. 2019, on a des role-players, Andrew Albici, Axel Toupane, comme il s'appelle... Ça c'est l'équipe de 2019, ça? Non, ça c'est l'équipe actuelle. Comme il s'appelle... Mathias Le Sort, voilà tout ça, j'en oublie ça. On a des mecs du banc qui sortent. Timothée, je crois qu'il est peut-être pas là encore. Mais en tout cas, on a des mecs du banc dans des rôles et qui acceptent leur rôle et qui remplissent leur rôle. Jeux Olympiques, pareil. Mousfal, Timothée, Louaouka Barot, aux Jeux Olympiques, les rôles sont parfaits. Andrew, les rôles sont parfaits. Euro... à part Terry Tarpey qui sort du banc, personne. Terry Tarpey, mais qui est dans le 5 majeur. Il est dans le 5. Donc derrière, personne n'arrive à trouver un rôle. Tout le monde rentre un peu dans des états d'âme. Et encore une fois, cette année, on n'arrive pas à trouver des mecs qui ont des rôles. Les role-players du banc sont primordiaux. Alors, faut qu'ils acceptent leur rôle, mais aussi, il faut leur donner un rôle avec des minutes. Moi, quand je vois Yacouba Ouattara à Monaco, il a un rôle, mais on lui file des minutes et des missions. Isaac Cordigné, à Bologne, il a des minutes et des missions. Faire rentrer un mec 1 minute, le faire ressortir, le faire rentrer 10 minutes après, 1 minute 30, c'est pas ça des rôles. Hein. Ça, c'est des trucs, il n'y a aucun mec au monde qui peut s'en sortir là-dedans. Donc tout ça, il va falloir trouver les joueurs et aussi le discours et leur donner des vrais rôles pour qu'on puisse avoir une vraie profondeur. Ok. Moi, c'est terrible parce qu'on fait l'état des lieux de tout ça et je suis d'accord avec toi à 100%. Une bonne équipe qui va loin, c'est une équipe qui a des role-players, qui s'éclatent dans l'équipe. Tu peux pas en avoir un qui fait la gueule là-bas, parce qu'il a pas joué. Tout le monde doit être concerné. Mais même si le mec qui fait pas la gueule, Thomas, même si un mec fait pas la gueule, mais qui joue 2 minutes 30, à quel moment t'as un rôle dans une équipe où tu joues 2 minutes 30? Ça dépend ce qu'on t'a dit quand t'es arrivé.
Moi, je pense que tu dois concerner Mais tout quand le je dis monde. jouer un rôle, c'est-à-dire que tu joues 10 minutes, Mais tu 12 peux pas. minutes, Il y a et 12 mecs. que tu... Personne ne peut jouer 10 minutes par match. En revanche, il faut arriver à ce que les mecs soient concernés, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir un rôle. À un moment donné, tu vas sortir de ta boîte, tu vas nous donner 7 bonnes minutes, des interceptions, un tir ouvert et tout. Qui a Mais fait ça? personne l'a fait. Terry l'a fait face à la Lettonie. Personne l'a fait. Mais comment tu concernes les mecs? Qui doit les concerner? On en revient toujours au même truc. Oui. C'est ça, moi, mon souci, c'est qu'on peut parler des joueurs. Il n'y a pas de souci. Il y a 12 que mais qui connaissent le haut niveau et qui sont contents d'être là sur le papier. Et à la fin, ça se délite complètement. Mais là où je te rejoins, c'est que... On ne peut pas toujours regarder que les joueurs. Là où je te rejoins, c'est que quand dans un groupe de 12, il y a autant de mecs frustrés par leur rôle, Eh oui. c'est qu'à un moment donné, il y a un problème, d'échange. Il y a un problème de gros, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Et on pense évidemment à Elio Kobo. à Willy Kobo, à Moustapha Ramous, Fall, bon, Ramous, qui est- ouais, bon, Ramous. à Mousse Fall, qui est quand même... je comprends pas. Il est quand même dans l'une des meilleures équipes d'Europe. Il sanctionne tout. Ça, on l'a dit pour le coup. Voilà. Mais pour moi, le cas d'école de tout ça, c'est Elio Kobo. Eli, donc on sait pourquoi on le prend. On lui demande de jouer deuxième meneur. Parce qu'au début, c'est lui dans la rotation derrière Nando. Donc deuxième meneur, et je parle de meneur gestionnaire, pas le Eli qu'on connaît, marque des points, éclate-toi, fais des différences, etc. On lui demande ce rôle-là. Ok, il joue beaucoup sur le premier match, à la surprise générale, les 15 minutes d'affilée en deuxième mi-temps contre le Canada. Je ne l'explique pas encore. Benché sur le match 2. Ok, l'histoire du match 3, on peut dire que c'est un épiphénomène, ça passe à la télé et Vincent il a trop d'expérience pour voir que la caméra est là avec un micro qui vient un 3 morts sur 2. Franchement, un peu de respect pour Vincent, donc il le dit à Eli et Eli finit le match, il met ses 12 points, tant mieux on gagne et tout, mais il le remet sur le terrain. Donc il y a toujours le truc de piquer les joueurs, le management, etc. Mais là, ça fait trop longtemps que je regarde du basket pour savoir que j'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Je n'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Bon, en tout cas, notre équipe de France va jouer ses derniers matchs. Je voulais quand même terminer sur la conférence de presse, puisque Boris Dio et Jean-Pierre Suta ont répondu à la question de Joël Embiid. J'ai vu tout à l'heure, je l'ai dit comme ça, mais parce qu'il y a vraiment eu la question, et il y a surtout eu une réponse. On souhaite qu'il vienne. C'est clair que d'ici la fin de l'été, il va falloir se positionner pour savoir comment on peut travailler pour la suite. On n'attendra pas juin. Il a vraiment une possibilité pour qu'il joue avec nous à Paris 2024. La Fédé y croit encore. Eh ben ok. Nico a répondu à ce que tu dirais non à MVP. J'ai l'impression que tout le monde est... Et pour le coup, contrairement aux années précédentes ou au mois précédent, tout le monde est aligné sur le fait de vouloir accueillir Joël Embiid. Je crois que là, maintenant, la balle est dans son camp. Après, lui, vivre en sélection, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et c'est quelque chose qu'il ne sait pas s'il pourra le vivre aussi comme ça. Parce que vivre en équipe de France, c'est manger à telle heure, ensemble, porter les polos. C'est pas Team USA, quoi. Et lui, il est quand même plus calqué sur le modèle américain que sur le modèle groupe France. Est-ce que tu dois pas aussi, s'il vient, lui faire de la place, c'est tout. Hein. Et tu vois, on en revient toujours, on en parle tout le temps, pour rien vous cacher, sur accepter les gens comme ils sont, avec leurs défauts. Quand il s'est trop abusé, c'est trop abusé. Mais malheureusement, au vu du talent, et j'ai l'impression quand même que Nico, après 2-3 textos, une discussion sur une confrontation NBA, il peut lui dire, franchement, si tu viens avec le bon état d'esprit ou viens pas. Parce que tu parles de groupe, etc. C'est vrai qu'il l'a jamais connu. Enfin, on en a vu de plein d'autres, des mecs qui n'avaient jamais connu ça et qui se régalent. Anthony Randolph avec la Slovénie, je m'en suis toujours parmi à l'Eurobasket 2017. Donc j'ai envie de te dire que c'est simple, s'il vient avec le bon état d'esprit. Encore une fois, s'il a envie de venir, on rappelle que le Cameroun est qualifié pour le TQO. Via le TQO, ouais, c'est ça, je crois. Et il y a toujours le passeport américain. Il pourra jouer avec Team USA. Grant Hill, qui est l'un des GM de Team USA, a dit il y a une grosse possibilité pour qu'il vienne avec nous au JO 2024 parce qu'il a envie de les jouer. Il y aura aussi une énorme différence contrat pub. C'est-à-dire que quand tu es chez Team USA, tu peux activer des contrats pub que tu ne peux pas activer en équipe de France. Voilà. Et ça se joue avec des millions de différences. Donc, écoute. On verra. On en a trop parlé pour spéculer. J'ai envie de parler un petit. Voilà, ce qu'on vient de parler là sur les réponses basket, il y a quand même plein d'autres réponses basket. Ça, on est dans la politique, c'est pas entre nos mains. On verra bien. La seule bonne information que j'entends, moi, c'est on met une deadline. S'il vous plaît, ça ne doit pas durer l'année. Il se prononce en septembre, en octobre, avant le début de la saison NBA, et après on avance. Voilà, on connaît que notre matos, c'est quand même déjà top niveau pour aller faire des médailles. Bon, voilà pour l'équipe de France. Je voulais rajouter un dernier truc. Alors, on remet, merci Tom, les 2 derniers matchs qui nous restent, le France-Iran demain 15h30 et samedi France-Côte d'Ivoire. Contre tous les gars se connaissent avec les gars de la Côte d'Ivoire, donc on pourra vivre ça ensemble samedi soir. Tu veux rajouter un dernier truc? Non, on reste... On reste supporter de l'équipe de France. Supporter et plein d'amour pour cette équipe-là. Voilà, on est tous frustrés. Eux les premiers, j'imagine. Ça ne va pas être rigolo de rester une semaine à jouer des matchs de classement, mais voilà, on a dit ce qu'on avait à dire sur du basket, mais voilà, on les aime, on a envie de détruire personne en particulier, on a juste envie de voir le basket français le plus haut, et grâce à eux, on y croit, voilà. Je te rejoins complètement, et à tous ceux qui souhaitent que nous
chez First Team, on démonte les mecs, on le fera jamais. On a vu beaucoup de commentaires comme ça sur YouTube, en direct surtout la dernière fois. La frustration est telle qu'on a envie de tout arracher, et nous les premiers, pendant le match. Mais vous savez que nous sommes des gens sérieux quand même, et qu'il est hors de question, au-delà du fait qu'on les connaisse, qu'on ne les connaisse pas, jamais de la vie, on va détruire des mecs de l'équipe de France, et que ce soit dans tous les sports. Voilà, tu peux être frustré, mais bon, au bout d'un moment, ils représentent le pays. Et surtout, ils viennent, eux tous, avec le bon état d'esprit, ça, j'en ai aucun doute. On sera jamais le Jerry Springer Show. Au bout d'un moment, les mecs, le nombre de messages qu'on reçoit en disant pour cibler un tel ou un tel, ça va, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, c'est du sport, il y a un truc collectif, il y a plein d'explications. Et puis quand tu parles avec les mecs, tu comprends, ben voilà, ça n'a pas cliqué. Il y a plein de fois, France 2002 au foot, il y a plein de choses, on peut en sortir des millions. Des fois, ça clique le sport, des fois, ça ne clique pas. Par contre, il faut savoir en tirer les bonnes leçons. Voilà, on ne va pas passer un an à les massacrer. Au contraire, on va leur dire, les gars, vous nous devez une revanche au JO. Et je crois qu'ils sont déjà là-dedans et c'est les premiers à le savoir. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une nouvelle vague qui va arriver. Je pense bien sûr à Victor, mais on peut penser à Bilal aussi. À Bilal, évidemment. On a hâte de voir où Kylian Hayes, beaucoup de gens ont parlé de Kylian Hayes. On verra si ça l'intéresse de venir en équipe de France, si ça intéresse aussi au coach en place de le sélectionner. Mais il y a une nouvelle vague de mecs qui pourront compter, pourquoi pas, l'année prochaine à Paris. Voilà pour l'équipe de France. On en reparlera peut-être s'il se passe encore des dingueries dimanche. J'espère que c'est la dernière fois qu'on en parle quand même, à part pour donner les résultats. On va maintenant se projeter sur les autres rencontres qui nous intéressent, parce que le deuxième tour va se dérouler ce week-end. Il y a de superbes affiches. Et je prends ce commentaire de notre ami ATL BVX. Plus d'impartialité, c'est surtout ça le propos. Je ne serai jamais impartial avec l'équipe de France. Je suis désolé, mon frérot, mais c'est l'équipe de France, donc mon cœur parle toujours. Voilà, en bien ou en mal. Allons-y tout de suite, puisque aujourd'hui, après le Espagne-Iran, tous les matchs de cette première phase se sont terminés. Donc on va regarder ensemble, groupe par groupe, ce que ça donne, parce que je vous rappelle que c'est des groupes de 4, et les deux premiers de chaque groupe plutôt, se qualifient. Dans le premier groupe, Erwan, on s'est arrêté là-dessus, la République Dominicaine s'est qualifiée en étant invaincue, en battant l'Italie, avec Pozzecco qui s'est fait expulser autour d'un Karl Anthony Towns de très très haut niveau. Ouais, c'est bien, elle fait kiffer cette équipe. Alors ça va être ton petit coup de cœur, je le spoil un peu, mais un peu déçu de la production italienne. Mais par contre, la République dominicaine qui régale avec un Karl Anthony Towns. Ils ont le petit meneur Félix, meneur deuxième arrière. Brave chantier, c'est une équipe qui est complètement, qui est dans sa compétition. Il n'y a pas de blaire, ça joue, ça tire, c'est un basket d'attaque incroyable, ça shoot à 3 points dès que c'est ouvert. Mais en tout cas, ils l'assument, ils vivent, ils meurent avec ça. Et pour l'instant, ils sont plutôt très bien là-dedans. Alors du coup, c'est ton coup de cœur, dis-le maintenant, parce que tant qu'à faire, on est en train d'en parler. On regarde quelques images de Karl Anthony Towns, qui est un bon joueur de basket, j'ai l'impression. Hein, ouais, 2-3 qualités. Il devrait essayer la grande ligue. Oui, le meilleur shooter des 7 pieds et plus, d'après lui. Bien sûr, ce que j'ai aimé aussi, c'est que toutes ces petites équipes, ces petites nations du basket mondial, quand il y a une victoire, je pense aussi au Cap-Vert, il y a une victoire à la célébration, elles sont fantastiques. Et eux, la qualif, ils l'ont vraiment bien célébré, et c'est les images qu'on aime. On peut regarder les stats, s'il te plaît, Tom, de Karl Anthony Towns sur ces 3 premiers matchs. C'est aussi ça une Coupe du Monde, c'est découvrir des petites nations avec des nouveaux joueurs. Bon, Karl Anthony Towns, on ne le découvre pas, mais il y a d'autres joueurs autour, parce qu'ils ne gagnent pas tout seul. Et c'est plutôt toujours, voilà, c'est le folklore d'une Coupe du Monde. Absolument, donc 19 points, plus de 7 rebonds, et un pourcentage que je ne dirai pas haute voix, tant il est honteux, non 40%. Mets-moi le groupe B s'il te plaît, puisque donc l'Italie et la République dominicaine vont croiser avec ce groupe pour le deuxième tour. Voilà, on y va tout de suite. Groupe B, Serbie, Porto Rico, et donc qui battent le Sud-Soudan et la Chine. Le Sud-Soudan qui va bien se bouffer les coronesses de ne pas avoir gagné contre Porto Rico au premier match. Je rappelle qu'ils ont mené tout le game et que ça s'est fini en prolongation avec des lancers francs et une histoire pas possible sur la fin. Donc le Sud-Soudan malheureusement est éliminé de Wayne Gabriel, quand même bien d'élégance. Ouais, et ils avaient un meneur là que le commentateur Henry en anglais appelle tout le temps Dr Jones. Ouais, Jones. Ouais, il était incroyable. Ouais, régalade, très bon meneur de jeu. Ça peut peut-être donner des idées à nos autres équipes de France. Donc, les équipes vont se croiser. Donc, on va avoir un République dominicaine Serbie, ça va être un super match, et un Italie Serbie, parce que l'Italie n'a pas son destin entre les mains. Il va falloir enchaîner, espérer que les victoires, parce que pour le deuxième tour, tout le monde croise et on garde les victoires du premier tour. Les équipes ne se rejouent pas. Il n'y a que 2 matchs ce week-end entre le 1er et le 3 septembre. Donc, Serbie, République dominicaine, Italie et Porto Rico qui fait office de petit poussé. Un petit prono? Tu crois quoi? Tu penses que l'Italie peut le faire? Non, j'ai pas été convaincu par. Je trouve que Pozzecco qui nous avait donné des frissons l'année dernière, vraiment, c'est un des plus grands souvenirs de ma vie quand ils sortent la Serbie en 8e. Mais derrière, je trouve que c'est une équipe sur le papier qui est très bonne, mais je trouve qu'ils se perdent beaucoup trop dans des palabres, dans des choses extérieures au basket. Et voilà, je trouve que ça prend un peu moins que l'année dernière. À voir, c'est une équipe jamais bonne à prendre, mais je trouve que Porto Rico et la Serbie jouent mieux au basket.
Ok, on enchaîne avec le groupe C et ensuite le groupe D, parce que c'est les deux groupes qui vont se croiser. Groupe C, le voici, le voilà, Tom Ciaravino aux commandes, il est prêt, la fusée va partir. Vas-y Tom, allez, merci. Les États-Unis donc ont gagné contre la Jordanie aujourd'hui. La Grèce donc se qualifie dans un match coup près face à la Nouvelle-Zélande, on l'a regardé ensemble tout à l'heure, et c'était très très chaud pour les Grecs. La grosse info de ce premier tour, c'est que Brandon Ingram est complètement à côté de la plaque et que pour le dernier match, Steve Kerr l'a sorti du 5. Au profit de Josh Hart, son gars sûr. Ça fait partie de ces joueurs qui... on parle toujours de transition NBA-FIBA, alors ça reste le même sport, hein, 2 cercles, un ballon de basket et deux demi-cercles à 3 points pour shooter. Mais tu as des gens qui ont du mal, à... Lui, non seulement c'est basket FIBA, basket NBA, et en plus c'est un rôle où il a beaucoup moins la balle. Lui qui est quand même le meilleur joueur des Pelicans, avec tous les ballons qui passent par lui. Donc voilà, il y a des mecs qui ont du mal à faire cette transition-là. On de quel en ce moment-là, hein, bien et sûr. eh ben voilà, Brandon Ingram est en plein là-dedans, donc sur l'apprentissage avec moins d'espace, on sait que c'est un mec qui aime bien dans l'un contre un, qui aime bien avoir la balle. Voilà, c'est un fantastique joueur, il a été All-Star, hein, pas pour rien, mais là voilà, il galère. Quand on dit des fois que le basket FIBA est différent du basket NBA, voilà un bel exemple avec Brandon Ingram. En tout cas, la Grèce se qualifie donc pour le deuxième tour. On regarde le groupe D pour voir avec qui ce groupe-là se croise pour la suite. Lituanie invaincue du Valenciennes, Monténégro aussi, de notre ami Nikola Vucevic. Donc l'Égypte et le Mexique ne sortent pas des poules. Le Monténégro va devoir battre Team USA pour avoir une chance de se qualifier. Et ben voilà, Vucevic voilà, à 55 points. je lui souhaite. Ça va être un match très intéressant à voir. On sait que Nico a plein de qualités en basket FIBA. On voit combien il est extraordinaire, grand à droit, etc. J'ai envie de le voir parce que Jaren Jackson Jr. va lui mettre un brave combat. Voici le groupe J donc. USA, Lituanie, Monténégro et Grèce. Des équipes qu'on a l'habitude de voir à ce niveau-là, hein, sans aucun doute. On enchaîne avec les autres groupes parce que alors là... Monténégro, au deuxième tour, c'est plutôt... Ah, c'est une belle perf. Voilà, tout à fait. De toute façon, se qualifier au deuxième tour, vu la densité qu'il y a dans certains groupes, c'est des bonnes perfs. On enchaîne parce que là, ça va m'intéresser. Donc, c'est un super groupe, c'était le groupe de la mort, hein, clairement. L'Allemagne a vaincu l'Australie 2-1 dans un bête de match dans une défaite face à l'Allemagne. Et donc, le Japon, à domicile à Okinawa, se fait éliminer. La Finlande, malheureusement, n'a pas gagné un match, alors que c'était... notre petit coup de cœur de l'année dernière à l'Eurobasket. Ouais, ils ont souffert surtout sur la dimension athlétique. On se souvient que l'année dernière, sur ce basket de mouvement, ils ont causé beaucoup de problèmes, portés par un Lauri Markkanen extraordinaire. Là, j'ai trouvé qu'à l'image de leur premier match face à l'Australie, ils ont énormément souffert sur le côté athlétique. On sait que c'est pas une équipe d'athlètes, par contre, c'est une équipe qui joue très bien au basket, mais des fois... Eh oui, parfois c'est difficile. Un petit commentaire, je reviens sur le groupe d'avant, Harry Ouellet qui dit « Il a été dit qu'en prépa, on a rencontré que des pipes, pourtant la Lituanie, elle est au deuxième tour, on avait fait un aller-retour. » Voilà, je le place comme ça parce que c'est un bon commentaire. Moi, je le Canada. Hein. Voilà. Alors, Monténégro et Lituanie qu'on a joué en prépa est battu au deuxième tour. Voilà, donc ce groupe-là, donc l'Australie et l'Allemagne va croiser avec la Slovénie de Luka Doncic. Et ça, on va se régaler. Regarde le résultat, la Slovénie, s'est qualifiée invaincue. La Géorgie, c'est la grosse surprise. Enfin, grosse surprise. En tout cas, ils ont réussi à se qualifier avec le Venezuela et le Cap-Vert de Tavares. Superbe célébration d'ailleurs pour leur première victoire. Magnifique, on adore. En Coupe du Monde, on aime. Mais donc, on va avoir 2 matchs exceptionnels, Erwan. Un Slovénie-Allemagne et un Slovénie-Australie. Bon courage pour savoir qui va se qualifier. Mais ça tombe bien, je vais te poser la question. Qui, parmi ces 3 équipes, on va voir le groupe, vont se qualifier? No offense à la Géorgie, bien sûr. Non, moi, la Slovénie, pour moi, ils ont les mêmes limites qu'ils avaient l'année dernière à l'Euro. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne défend pas un cachou et qui vit sur les exploits de Doncic. Alors, il y a Prepelic, il y a Mike Tobey, offensivement, ils arrivent toujours à trouver des solutions. Le problème, c'est que là, pour jouer l'Allemagne et l'Australie, il va falloir défendre un peu parce qu'en face, et à ce jeu-là de qui va marquer le plus de points, même si tu as Luka Doncic, je trouve que la profondeur de l'Allemagne et la profondeur australienne devraient faire la différence. Je vois l'Allemagne et l'Australie sortir du coup. Donc pour toi, l'Allemagne et l'Australie battent la Slovénie. Voilà. Je rappelle juste que si la Slovénie peut perdre contre l'Allemagne, si elle gagne contre nos amis, elle passe. Australien. Donc on verra, mais ça se tient en tout cas. Josh Guidé face à Luka, ça va être bonnard. Hein. Entre autres, Luka qui est très très bon. On va regarder ses stats d'ailleurs en tant qu'affaire parce que bon, c'est toujours, on se délecte des matchs de Luka Doncic qui est clairement sur un nuage. Et je te rejoins, ça défend pas et tout, mais il y a tellement un mec qui est hors norme qu'il est capable un match incroyable. Lui, tu sais, il est capable de tout. Il peut mettre 2 fois 40 et envoyer son équipe en quart peinard. Hein. Clairement. Voilà pour le meilleur groupe et les meilleures affiches. Et on va finir avec les 2 derniers groupes, dont l'équipe de France, malheureusement, qui ne passe pas. L'Espagne, donc, invaincue. Le Brésil passe. Côte d'Ivoire et Iran. C'est les 2 équipes qu'on va affronter. Un petit mot sur l'Espagne, Erwan, qui...
qui est un meneur de 17 ans, Nunez, et notre pote Alberto Diaz, qui aurait fait du bien avec l'équipe de France. Sûr de ses forces, hein, une académie de basket qu'on ne présente plus. Un rythme, ça passe. Quand on joue d'un contre un, c'est les bons timings. Ça défend très fort collectivement, fort sur l'homme aussi. Voilà. Et puis là, pour le coup, ils ont des mecs de rôle. Hein. Voilà, les mecs, ils rentrent, ils sortent, ils défendent tout terrain comme des fous. Ils donnent 5 minutes parfaitement. Et puis voilà, derrière, voilà, c'est une équipe qui est parfaitement coachée. De toute façon, tout le monde connaît son rôle. Et voilà, et Sergio Scariolo, de toute façon, ça va remonter des équipes malgré les absences. Mais il sait le faire. Et encore une fois, quand tu joues bien au basket, même si tu as des absents, tu peux compenser plein de choses en bien jouant au basket et en se passant la balle et en défendant collectivement. Tiens, il y a quelques actions. Et la gestion de Rudy Fernandez, par exemple, tu vois, quand on parlait de la gestion ça fait d'Ando. longtemps qu'ils sortent du banc comme ça. Hein. Ben ouais. Et comme avec le Real, hein, il a le même rôle. C'est un péteur ambulant, on lui donnera des minutes, il finira des matchs sans aucun doute, et tu sais vite s'il est bien dans son game. Rudy, ça marche pour Sergio Llull aussi. Alberto Diaz, tu vois, dans les rôles aussi, tu vois, Alberto Diaz, c'est un joueur random. Hein. Par contre, il rentre, il défend le plomb, s'il met un tir, c'est bonus, et derrière, par contre, son rôle, il est primordial. Et c'est un mec qui, allez, je me mouille un peu, qui jouera certainement jamais en Euroleague. On verra. Tu te mouilles un peu, c'est ce que tu viens de dire. On finit avec malheureusement le groupe du Canada et de la France et de la Lettonie surtout qui se qualifie avec 2 victoires et donc cette défaite face au Canada. Ils se sont fait peur un peu les Canadiens, enfin ça a duré le temps d'un quart-temps. Ensuite ils les ont écrasés sur 3 quarts-temps, les Canadiens qui nous régalent, qui font figure de favoris. On regarde ensuite donc le groupe qui nous intéresse. Le Canada, on les attend en quart de finale hein, tout simplement. Mais entre la Lettonie et l'Espagne, écoute, hein, on sait jamais. On sait jamais, il y aura un match à jouer. Hein. Et il y a le Brésil aussi, bien sûr, qui aura son mot à dire. Même si ça va être plus compliqué, parce qu'il va falloir parler au Canada. Donc, compliqué. Qu'est-ce que tu dis? Espagne-Canada, tranquille? Espagne-Canada. Ok. Ils finissent à vaincre tous les deux, d'après toi? Ouais. Ok, très bien. Voilà, on aura dimanche soir les affiches des quarts de finale. Hein, donc on pourra se faire une belle preview avec ce bon week-end de basket qui nous attend. Et ce sera tout simplement très cool. Dommage l'absence de Porzingis. C'est un pléonasme, hein. Absence, c'est Porzingis, frérot. C'est plutôt du côté de Boston qu'il faut s'inquiéter puisque c'est un nouvel arrivant. Voilà les amis pour ce petit tour d'horizon de cette Coupe du Monde. Je vous le rappelle, hein, on part nous à Manille dimanche soir, donc vidéo en direct dimanche soir. Ah oui, je l'avais oublié mon gars sûr. Bah oui, bien sûr. Rodai, Hollis Jefferson, le Kobe Like, on l'appelle le Lefty Mamba. Ça y est, il a carrément un surnom, le mec. Le mimétisme est poussé à l'extrême, Erwan. Mais moi, je me souviens de lui en NBA, il n'avait pas de shoot, il était frustré un peu au possible. Là, je vois un joueur accompli quand même. Hein. Oui, je vois un joueur accompli et plutôt inspiré, quoi. Donc, bravo à lui. Bravo à lui. Il joue avec la Jordanie et il était à 30 points. Il a fait un match à 39. C'est lui qui a la meilleure marque dans cette compétition avec un tir à 4 points. Vous avez sûrement 3 points plus la faute pour égaliser dans le money time des moments qu'on adore. Mais en tout cas, bravo à lui. Tout le monde lui pose la question par rapport à Kobe. Et bon, c'est bien sûr un hommage. Hein, le truc, le 24. Évidemment. Et la même tête, visiblement. Et on lui a demandé de faire un petit test d'ADN pour voir s'il n'est pas de la famille. Pourquoi pas. Pour finir, on a appris une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Malheureusement, Ludovic Vatsi, qui est un joueur de la génération 80 avec Nico Batum, a subi un arrêt cardiaque hier sur les terrains. Pendant l'entraînement, il est actuellement dans le coma et les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Donc on a évidemment une pensée à sa famille, ses proches et tous les gens qui l'ont côtoyé, la génération 88-89, tu l'as dit. C'est un garçon qui a été promis une carrière extraordinaire, un talentueux fou, qui malheureusement à l'âge de 24 ans avait dû arrêter sa carrière pour des raisons justement cardiaques. Moi, je me souviens de cette interview d'Edwin après un match crève-cœur où il avait appris la nouvelle, il était en pleurs. Voilà, donc on peut rien dire de plus à part qu'on pense à lui, on pense à ses proches, on pense à ses enfants. Et voilà, bon, ça nous a beaucoup abattus parce qu'on l'a vu, moi je suis plus vieux, hein, mais on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer. C'était un magnifique joueur, un mec que moi j'ai eu la chance de voir 2-3 fois, d'une gentillesse rare. Voilà. On pense bien sûr à lui, surtout 10 ans après aussi le décès de Thierry Rupert. Donc c'est terrible comme l'histoire nous rappelle aux très mauvais souvenirs. Voilà, on pense très fort à la famille comme vient de dire Erwan bien sûr et bon courage dans cette épreuve, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Les amis, nous on se retrouve dimanche pour les prévus de quart de finale et puis on partira ensuite à Manille ensemble pour se régaler de ce basket parce que c'est une compétition qui nous a pas encore offert ses meilleurs moments. C'est pour qu'on était venus. Absolument, voilà. On vous embrasse tous, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Jet life, I just wanna blow up in the limelight. Thinking about what my life would then be like. Go to LA and back all in one night. Trying to catch a flight, I'm just working for that jet life. If you could have the money and the fame, have a couple planes in your name, or popping a champagne, would you buy a big house and a couple of whips and cash a couple of your chips for a closet of kicks?